Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis la chaudronnerie à Villeurbanne avec aujourd'hui un sujet sur l'Ukraine et un sujet avec un député. Monsieur le député, bonjour. Bonjour Pierre-Alain. Voilà, vous vous appelez Hubert Julien Laferrière. C'est ça. Et vous êtes député du Rhône. Et je suis député du Rhône, de la 2e circonscription. C'est où la 2e circonscription? Alors, la 2e circonscription, c'est le découpage qui date de Charles Pasqua en 1986, un découpage un peu particulier puisque on a les 2/3 du 9e arrondissement, la Croix-Rousse, c'est-à-dire l'ensemble du 4e et des Pentes, enfin l'ensemble du 1er arrondissement, et le 2e, mais pas tout le 2e, que jusqu'à Perrache, puisque la confluence est dans une autre circonscription. Voilà. Et vous revenez d'Ukraine. J'étais en Ukraine, effectivement. J'étais en Ukraine. Et alors pourquoi est-ce qu'un député français de l'Assemblée nationale va en Ukraine dans un pays en guerre? Pour y faire quoi? Alors pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, il faut préciser que je suis à la Commission d'affaires étrangères. Oui. Donc depuis le début de cette mandature, je me suis beaucoup investi sur les sujets évidemment internationaux, étant à la Commission d'affaires étrangères, les sujets géopolitiques, les sujets de droits humains à l'étranger, les sujets de solidarité internationale. Un sujet d'ailleurs sur lequel je travaille depuis très longtemps, puisque j'ai été en tant qu'élu local adjoint à la ville de Lyon et vice-président en charge de la solidarité internationale, puis que c'est aussi ma passion depuis que je suis étudiant. Quand j'étais à Sciences Po Lyon, je voulais être soit directeur d'une ONG, soit reporter, grand reporter à l'étranger. Voilà, donc c'est quand même des sujets qui me passionnent. Donc en tant que député membre de la Commission d'affaires étrangères, mais aussi en tant que député de Lyon, d'une circonscription dans laquelle il y a beaucoup d'ONG, dont des ONG que je connais bien, parce que par exemple Triangle Génération Humanitaire, qui a son siège dans le 9e arrondissement, dont j'ai été le maire, et qui effectivement est à Lviv, était dans le Donbass, a rapatrié ses équipes à Lviv, mais continue à travailler sur l'ensemble de l'Ukraine. Et donc, quand je suis allé en Ukraine, à Lviv, j'ai effectivement rencontré les équipes de Triangle. Voilà. Donc je pense avoir été complètement dans mon rôle de député en allant en Ukraine, parce que à partir du moment où on est député de la Commission d'affaires étrangères, qu'on a des choses à dire, des questions à poser au ministre lorsqu'on l'auditionne, ou à d'autres, si on a été sur place, c'est encore mieux. Voilà, parce que ma question c'était ça, c'était qu'est-ce que fait un député? Il vote la loi. Il est le représentant du peuple. C'est la légitimation. Alors, en quelque sorte. Un député, il vote la loi. Oui. Il contrôle le gouvernement. Oui. Et il évalue les politiques publiques. Oui. Voilà. Donc pourquoi va-t-il en Ukraine? Alors, parce que si vous voulez, quand il va en Ukraine, oui. Il va voir sur place comment ça se passe, ce que font les ONG. Le gouvernement a une position sur l'Ukraine. Oui. Donc c'est quand même bien d'aller sur. Les députés prennent des positions sur l'Ukraine. Donc c'est quand même bien d'aller voir sur place, d'aller voir les ONG françaises, d'aller voir, parce que j'ai pas seulement été en Ukraine, j'étais aussi à la frontière côté polonais, d'aller voir comment se passe l'accueil des réfugiés. Le gouvernement français a donné un objectif de 100 000 réfugiés ukrainiens à accueillir en France. Donc voilà, on a quand même une meilleure vue de la situation. Si on a été sur place, si on a vu les ONG travailler, si on a eu des échanges que j'ai eus avec les autorités gouvernementales, mais enfin régionales à Lviv, voilà. Quand on est à la Commission des affaires étrangères, si vous voulez, bon, on est chargé de voter la loi, mais on est aussi beaucoup chargé, évidemment, d'avoir une expertise sur les questions internationales et de pouvoir questionner, contrôler l'action du gouvernement à l'international. Voilà, donc peut-être que ce qui serait bien pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, c'est de rentrer dans le vif du sujet et que vous nous racontiez ce voyage. Je crois que c'est quelque chose qui vous touche aussi personnellement, parce que j'ai cru comprendre que votre maman était née elle-même en Ukraine. C'est vrai. Alors, je veux bien le raconter parce qu'en plus, je m'en suis pris un peu. Alors, j'ai eu quand même des commentaires
de gens qui étaient contents qu'un député aille en Ukraine, mais j'ai eu aussi beaucoup de il se prend pour BHL, etc. Ce qui pour moi pas très sympa parce que si vous voulez, BHL pour moi en Libye c'est la catastrophe quoi. Alors, vous voyez. Bernard Donc c'est Henri pas parce Lévy, que oui, mais c'est une référence littéraire. certes, mais si vous voulez, c'est pas parce qu'on va Oui. en Ukraine Oui. qu'on se prend pour BHL, vous voyez. D'accord. Donc voilà. Donc non, mais c'est vrai que ma mère est née au nord de Lviv. À l'époque, c'était la Pologne. Ma mère est polonaise. Oui. À l'époque, c'était la Pologne. C'était D'accord. avant la Seconde Guerre mondiale. Et D'accord. avec Yalta, les frontières se sont déplacées. Oui. Et donc, c'était la première fois que j'allais en Ukraine. Donc, vous voyez, j'ai attendu que le pays soit en guerre pour aller en Ukraine. Vous aviez été en Pologne auparavant. Oui, j'étais beaucoup en Pologne, bien sûr. Et vous avez encore de la famille par votre Beaucoup mère en là-bas. Pologne, où j'ai encore de la famille. Ouais. Oui. Encore des proches. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis j'étais beaucoup en Pologne aussi quand j'étais adjoint international, parce qu'on a une ville jumelle qui est la ville de Łódź. D'accord. C'est écrit Łódź, mais ça se prononce Łódź en polonais. D'accord. Et donc j'ai eu à gérer à un moment le partenariat, le jumelage entre Lyon et Łódź. Mais donc ce déplacement en Ukraine, pour moi, c'était effectivement important de faire les deux, d'aller dans le pays et d'aller à la frontière. Et donc j'ai donc passé la frontière à pied. Si vous voulez, au poste frontière de Medyka. Donc Medyka, c'est une ville polonaise qui est à la frontière. Et puis j'avais évidemment prévu d'aller à Lviv. Et donc j'ai rencontré en fait parce que c'est ce qui est assez formidable en fait, c'est cet élan de solidarité qu'on voit, qui vient de toute l'Europe. Mais alors, comment vous faites? Vous prenez un billet d'avion, vous allez à Saint-Exupéry, enfin Je suis effectivement allé jusqu'à Cracovie. vous allez jusqu'à Cracovie en avion, Voilà. vous descendez de votre avion, vous avez quelqu'un avec vous avez un groupe avec vous y allez toute seule? Comment ça se passe? J'ai emmené ma collaboratrice. Oui. Voilà. Oui. Et puis on est allé, on a loué une voiture pour pouvoir aller jusqu'à Medyka, parce que sinon c'était très compliqué. Oui. Et moi en fait j'ai passé la frontière à pied. Elle est restée en Pologne. J'ai passé la frontière à pied tout seul. Donc dans le sens Pologne. Dans le sens Pologne-Ukraine, Ukraine. mais en ayant discuté avec, parce que bon, il y a tellement de monde Mais oui. qui viennent de toute l'Europe, donc j'ai discuté avec des Espagnols, voilà, qui étaient avec deux camionnettes pleines de vivres. Mais de alors vous arrivez couvertures, comme ça, d'habits. puis vous dites bonjour, je suis député français. Non, j'arrive. je dis pas je suis député. Mais vous non, dites non. quoi? Non, je dis même pas je suis député. Vous dites quoi? Non, on discute avec les gens. Oui. Et les gens me disent, nous on a, donc les Espagnols me disent, nous on va traverser, puis on a des Ukrainiens qui nous attendent avec leur camion de l'autre côté, on va charger le camion et comme ça ils vont partir à Lviv. Et donc moi je dis, justement je vais à Lviv, je peux peut-être vous aider à charger. Et puis ils m'ont dit, oui, puis on pourra demander aux Ukrainiens de vous emmener à Lviv. Ouais, D'accord. comment ça s'est passé? D'accord. Comme si vous étiez un type qui comme ça. Parce que bon, sinon, j'avais prévu de prendre le bus, si vous voulez, de l'autre Oui. côté de la frontière, de prendre le bus pour Lviv. Mais Oui. on m'a dit, c'est un bus qui s'arrête beaucoup, qui va mettre 3 heures, alors qu'en fait, c'est à 1h20 de voiture. Ouais. D'accord. Donc du coup, j'ai passé la frontière à pied, j'ai retrouvé donc les Espagnols qui étaient passés en voiture, on a retrouvé les Ukrainiens, on a chargé le camion, on est allé manger dans le petit boui-boui à côté, et je suis parti effectivement avec les Ukrainiens jusqu'à Lviv. Et à Lviv, en fait, tous les hôtels sont complets. Parce qu'il y a d'abord il y a beaucoup d'ONG et puis surtout il y a 500 000 déplacés qui viennent de l'est de l'Ukraine qui ont fui les combats. Bien sûr. Et bon, dans les déplacés il y a évidemment des gens qui ont tout perdu, mais enfin il y a des gens aussi qui ont les moyens de se payer l'hôtel. Hein. Bien sûr, bien Donc sûr. donc les hôtels sont complets. Donc j'ai trouvé. Dans l'ensemble, c'est pauvre par rapport à notre mode de fonctionnement, aux gens qu'on voit en France En aujourd'hui. fait, si vous voulez, moi Oui. l'hôtel que j'ai trouvé du coup sur Booking.com Oui. était un hôtel à 5 km du centre. Oui. Donc je me suis retrouvé en fait au milieu de grands logements sociaux staliniens. Oui. Vous voyez, avec un petit hôtel Oui, comme ça, oui. c'est voilà. Comme j'ai le sens du timing, si on peut dire, j'ai été réveillé le lendemain matin par des sirènes parce que pour la première fois ça bombardait à côté, à Oui, Lviv. oui. Voilà. C'était les premiers bombardements qu'on a vus effectivement dans la zone de l'aéroport. Et puis ensuite, je suis allé dans le centre, et le centre, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes dans un pays en guerre, et dans le centre, vous avez une ville très européenne, très occidentale, avec une très belle ville, avec des cafés, une place magnifique, des cafés, des boutiques. Et si vous voulez, Et vous ça avez marche, des là, gens c'est qui ouvert. jouent de la guitare dans la rue. La vie est normale. Et la vie est normale. Oui. La vie est normale, sauf qu'il y a un couvre-feu à 22h. Donc là, on est aux Et alentours sauf du que 15 mars, je crois. l'alcool est interdit. Voilà. D'accord. On n'a plus le droit Donc de couvre-feu et pas d'alcool. Couvre-feu, pas d'alcool. C'est Ouais. les seules choses anormales, si on peut dire, que j'ai Oui. trouvées à Lviv
alors que vous êtes dans un pays en guerre. Ouais. Et j'ai vu, effectivement cet élan de solidarité, parce que comme vous avez 500 000 déplacés, oui. Qui viennent donc de l'Est, du Donbass. Qui viennent de l'Est, oui. du Donbass ou de Kiev. Oui. Oui. Donc vous avez par exemple le musée national de Lviv, qui est le plus grand musée d'Ukraine, oui. que le conservateur a voulu en faire un hub humanitaire. Donc vous avez effectivement des lits de camp, mais des espaces où on entrepose tous les dons que les Ukrainiens de Lviv amènent pour leurs compatriotes qui sont déplacés dans la ville. Et donc vous avez effectivement une plateforme logistique. Ce musée est devenu une plateforme logistique humanitaire pour effectivement venir en aide aux 500 000, peut-être plus maintenant, déplacés. Vous voyez. Et donc ce directeur de cette institution culturelle, ce grand musée, il a pris cette décision de lui-même. Je pense qu'il a pris cette. Je l'ai pas rencontré lui. J'ai rencontré la personne qui s'est retrouvée. Parce qu'il était venu filer un coup de main au directeur, qui s'est retrouvé le coordinateur de toute cette plateforme. D'accord. Et qui donc m'a fait visiter le truc. Bon, c'est assez impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est de voir au-delà des ONG toute cette solidarité qui se manifeste. Bon, alors on va dire c'est normal, ils viennent en aide à leurs compatriotes, mais quand même, c'est assez beau à voir, de voir toute cette solidarité. Et puis j'ai vu évidemment le travail de Triangle Génération Humanitaire, qui était un peu mon point de contact sur place, parce qu'il en faut quand même un quand on arrive. D'accord, ils ont combien de personnes alors donc ils sont Triangle Génération Humanitaire. C'est une ONG d'origine lyonnaise. ONG lyonnaise, ONG née à Lyon, oui. qui travaille dans pas mal de pays à travers le monde, et qui est depuis longtemps en Ukraine en fait, comme je disais, qui était dans le Donbass, qui a rapatrié, donc ils sont une dizaine effectivement à Lviv aujourd'hui. Ils continuent à avoir des actions dans le Donbass, avec des Ukrainiens qui sont restés dans le Donbass. Et puis ils ont une dizaine de personnes sur Lviv. Voilà. Qui font quoi alors? Triangle Génération Humanitaire, ils font essentiellement deux choses. Ils font on va dire de l'appui médico-social, santé mentale, parce qu'il y a un gros sujet évidemment de santé mentale, hein, lorsque vous vous retrouvez dans un pays en guerre. Donc il faut un gros travail effectivement d'appui médico-social, avec évidemment avec le concours de médecins psychiatres. Et puis ils font un gros travail. Alors j'ai oublié le terme, c'est un terme en anglais. Il y a cash quelque chose. En fait, tout simplement, ils donnent de l'argent aux familles. C'est pas cash and carry. Non, c'est pas ça, mais c'est un terme comme ça. Et en fait, il faut évidemment, quand on donne de l'argent, il faut faire un petit travail effectivement d'identification des besoins et donc pour verser de l'argent à les familles pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins essentiels. Voilà le travail de Triangle sur l'ensemble de l'Ukraine. Sur place. Voilà, donc vous êtes à Lviv. Lviv, pour la clarté de l'exposé. Donc on voit, parce que évidemment on a vu beaucoup de cartes de l'Ukraine, on voit où se trouve la capitale. On sait que le Donbass est à l'est, que le Donbass est donc occupé par les forces russes, j'allais dire soviétiques, pardonnez-moi, par les forces russes, et donc de nombreux immigrés, de nombreux déplacés, de nombreux Ukrainiens viennent de l'est. C'est ça. Et donc Lviv est à quelle distance de la capitale de Kiev? Ah, je saurais même pas. Non, mais hors de grandeur. Je sais pas, peut-être 2 heures. À 2 heures à l'est. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc Lviv est à 2 heures à l'ouest de Kiev. À l'ouest. Ah, d'accord. Ouais. Plus oui. Loin, en quelque sorte. Non, à l'ouest, donc plus près de nous, hein. On est d'accord. Plus près de nous. Lviv plus loin du Donbass, de l'autre côté. Ouais. Lviv est la ville, la grande ville proche de la Pologne. Si d'accord. D'accord. Voilà, donc qui n'a pas encore connu, enfin qui n'a pas encore, j'espère jamais connu les combats, si ce n'est effectivement des bombardements. Voilà, le premier c'est quand le jour où je suis arrivé, enfin le lendemain matin, et puis il y a eu depuis quelques voilà. Mais la ville, le centre de ville de la ville n'a pas été touché. On n'a pas cherché, les Russes n'ont pas cherché à bombarder le centre de la ville. Non. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est effectivement une ville qui, voilà, vous êtes dans un pays en guerre et vous êtes dans cette ville qui vit normalement. Les restaurants sont ouverts, les gens
sont évidemment inquiets, mais gardent le sourire, ouais, une grande dignité et puis une espérance dans la victoire et voilà, dans le fait de recouvrer sa souveraineté totale, quoi. Il y a toujours ce décalage entre l'insistance médiatique dont nous profitons ou que nous subissons tous, et on voit évidemment sur l'ensemble des médias, qu'ils soient radio ou télévision, quotidiennement la vie en Ukraine, et on a l'impression que évidemment toute l'Ukraine est à feu et à sang, et ça n'est pas le cas. C'est pour ça, si vous voulez, que c'est important d'aller sur place, parce oui. qu'évidemment on constate des choses qu'on peut pas imaginer, même en lisant les journaux et en regardant les émissions télévisées ou le journal télévisé. Donc c'est important. Après, je prétends pas non plus tout savoir. Moi, je suis allé dans une ville qui n'a pas connu de combat. Je ne suis pas allé à Kiev. Je suis évidemment pas allé dans le Donbass ni en Crimée, ni à Mariupol, ni à Mariupol, voilà, ni à Boutcha. Mais j'ai vécu quand même un moment très fort. Bon, d'abord, enfin, ce musée national, de voir voilà toute cet élan de solidarité des Ukrainiens, ce hub, comment ça fonctionne en fait, tout simplement une plateforme logistique humanitaire dans un pays en guerre. Et puis le moment fort, c'est quand je repars en Pologne, où donc je trouve quelqu'un qui m'amène en voiture jusqu'à la frontière. Et donc évidemment, quand vous passez la frontière à pied dans ce sens-là, c'est un petit peu plus long que pour rentrer en Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus long pour, c'est plus rapide pour passer de la Pologne à l'Ukraine que de l'Ukraine à la Pologne, puisque vous vous retrouvez avec les réfugiés. Oui. Et donc moi, j'ai vécu quelque chose voilà, dont je me souviendrai toujours, c'est que j'ai pendant 4 heures piétiné avec les réfugiés pour passer le poste frontière ukrainien, puis le poste frontière polonais. Et donc j'ai pu, évidemment, j'étais au milieu de ces familles, et j'ai pu échanger avec celles qui parlaient un peu anglais. Vous voyez, donc vous avez des femmes, des enfants, des vieillards, parce que les hommes, évidemment, ils n'ont pas le droit de quitter le pays, il faut qu'ils restent dans le pays pour défendre leur pays. Et donc vous échangez avec des familles qui viennent de Kiev, de Mariupol, du Donbass, et qui fuient leur pays, qui pour certains savent où ils vont aller en Europe, parce qu'ils ont... une femme me disait, moi j'ai quelques connaissances à Amsterdam, donc je vais aller à Amsterdam, on m'attend. Et puis d'autres qui ne savent pas. Alors je me suis posé la question, et d'autres qui espèrent, en fait, une fois arrivés en Pologne, qu'on va leur proposer des solutions. Donc pendant 4 heures, vous faites tout ce chemin-là dans le froid. Heureusement que j'étais bien couvert. Et il y a un moment aussi très fort, c'est quand vous avez passé donc le poste frontière polonais. Et là, vous vous retrouvez dans l'espèce de chemin qui est balisé de stands, en fait, qui sont des bénévoles, soit des ONG, soit des bénévoles, tout simplement, qui viennent de toute l'Europe et qui se sont dit, moi, faut que j'aille aider, faut que j'aille accueillir les réfugiés. Et donc, vous arrivez là, et vous avez des gens, alors ils ont tous des gilets jaunes, et ils viennent de toute l'Europe, et ils vous distribuent de la soupe chaude, des parts de pizza, etc. Et puis, ils vous orientent vers des bus, et les bus les amènent dans de nouvelles, on va dire, plateformes, un peu plateformes d'accueil. C'est comme si vous aviez été à ce moment-là, vous-même, une sorte de réfugié ukrainien qui partait à l'ouest. Mais exactement, parce que moi j'avais, si vous voulez, il faisait très froid, hein. Ouais. Donc j'avais ma grosse parka, j'avais la tête couverte. Oui, vous aviez pas votre écharpe tricolore. Ma mère est née en Ukraine. Oui. Donc forcément, j'avais pas mon écharpe tricolore, donc forcément non, mais je blague, bien sûr, oui. Non, je sais. Donc les gens ne pouvaient absolument pas me distinguer des. Donc subjectivement. Mais on m'a offert de la soupe chaude et. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, voilà. Bien sûr. Ouais. Et c'est un peu donc. Vous faites une enquête, vous allez sur le terrain, et en même temps, vous vous mettez dans la peau, je dirais, du personnage. Je veux pas, ça pourrait faire un peu prétentieux. Non, hein, mais c'est le cas. Mais en l'occurrence, là, c'était même pas, j'avais même pas anticipé. Mais effectivement, quand on m'a dit forcément, quand tu vas repasser la frontière, forcément ça va être long, hein, parce qu'il y a tous les réfugiés. Et je dis effectivement, je vais être avec eux, pourquoi pas, quoi. Voilà, j'avais pas. Et donc j'ai vécu ça, voilà. Et j'ai vécu ça, et effectivement. C'est un peu une enquête participation. Ouais.
J'étais pas, voilà, je m'étais pas dit, tiens, je vais me mettre dans la peau de. Oui, je comprends. Les choses se font comme ça, quoi. Oui. Donc c'est un vrai truc à vivre, quoi. Voilà, j'ai vécu ça et je le regrette pas parce que voilà, passer 4 heures avec des familles de réfugiés qui vous racontent leur histoire, qui vous racontent leur espoir de retourner bientôt dans leur pays parce qu'ils ont foi dans leur président, dans l'avenir. Si vous étiez écrivain. Ouais, il y aurait un truc à écrire. Vous pourriez prendre votre plume, la tremper dans vos souvenirs et écrire la subjectivité d'un personnage comme ça qui revient, en écoutant évidemment ce que disent les autres. D'ailleurs, je regrette parce que j'aurais dû prendre des notes. Vous voyez, c'est pas mal de prendre des notes en fait. Bah oui, mais on n'a pas toujours le temps. Puis il faisait très froid, donc on avait tous les mains dans les poches, quoi. Oui. Voilà. Mais oui, c'est évidemment des choses. Mais déjà, je suis content que vous m'offriez l'occasion de les raconter. Bah, c'est pas tout à fait banal, même si sans doute vous avez eu des prédécesseurs qui à la fois ont un mandat politique et puis vont voir sur le terrain comment ça se passe. Mais voilà, il y a un côté enquête participation qui colle d'ailleurs avec votre passé. Alors votre passé politique, on va y venir dans un instant. Oui, je vous en prie. Non, mais parce que je voulais juste parce que je m'étais arrêté effectivement quand on arrive en Pologne. Oui. Et ensuite, on s'est rendu, si vous voulez, dans les ensuite, il y a ce que je vous disais, il y a des hubs un peu humanitaires qui se créent. Alors, il y en a, c'est à Przemyśl, hein, donc la grande ville qui est un petit peu plus loin. Le maire a consacré un ancien centre commercial désaffecté. Donc, pareil, vous avez effectivement tout un centre commercial avec des dortoirs, des salles où les gens amènent effectivement des cartons, où les ONG qui viennent du monde entier, de l'Europe entière, amènent des choses. Donc c'est là qu'effectivement on stocke pour les réfugiés qui arrivent en masse, hein, parce que c'est quand même, vous le savez, bientôt 4 millions de réfugiés qui ont quitté le pays. Hein. Et donc vous avez ces grandes plateformes là qui sont formidablement gérées. Hein. Le maire de Przemyśl a vraiment fait le job et il a des gens bénévoles que j'ai rencontrés qui coordonnent tout ça. Et puis j'ai vu quelque chose d'assez chouette à la gare de Przemyśl qui est aussi qui est transformée un peu en plateforme d'accueil. Vous voyez, j'ai vu je vois des jeunes avec un drapeau français colorié sur un papier. Et donc je vais les voir et tout, je lui dis voilà, vous êtes qui? Il me dit mais on vient de Bretagne, il y a une semaine on a créé une association, on l'a déposée en préfecture, puis là on est venu avec 2 minibus, et puis en fait les réfugiés qui arrivent, qui voient le drapeau français, qui veulent aller en France, eh ben ils viennent nous voir, on remplit les minibus, et quand ils sont remplis on repart parce qu'on a déjà les familles d'accueil en Bretagne. Elles sont déjà identifiées, on a des familles qui et c'était des gens qui pour accueillir les 2 minibus, quoi. Oui, ils dépendaient d'une ONG ou ils avaient fait ça d'eux-mêmes. Ils avaient créé leur association une semaine avant, quoi. Ils venaient de la créer. Ouais. Donc c'est parce quelque chose comme il y a la guerre en Ukraine, il faut qu'on se bouge, faut qu'on fasse quelque chose. Une génération spontanée. Voilà. Bon. Voilà. Mais comme il y en a beaucoup en France, hein, et ailleurs en Europe, hein, parce que je vous disais, l'arrivée en Pologne, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est de voir des gens de toute nationalité. Moi, je leur ai demandé, vous venez d'où? Ils viennent de tout, des pays baltes, d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal, de France, de partout. Les gens qui venaient aider. Qui viennent aider. Soit ils sont dans des ONG bien identifiées, bien connues, soit ils viennent vraiment, ils sont allés entre copains, ils se sont dit, allez, on part à la frontière, on va filer un coup de main. Alors on reviendra sur cet aspect dans un instant, sur l'aspect qui concerne la France, qui concerne l'Europe, c'est-à-dire les réactions sur le fonctionnement européen lui-même, en termes de générosité, en termes de réaction de la part des citoyens, mais aussi de la part des politiques. Mais auparavant, on va peut-être demander à notre ami Alain Pierre, qui improvise au piano, de nous faire voyager lui aussi un peu en musique.
Avec Hubert, Julien Laferrière, député français, retour d'un voyage en Ukraine. Alors on pourrait faire un flashback, comme on dirait si on était au cinéma. Hubert, et dire, ou se demander ce qui vous a amené à la politique, c'est-à-dire votre parcours. Qu'est-ce qui vous amène à la politique? Comment? Vous avez quel âge? Premier souvenir politique? Ce qui m'amène à la politique, en fait, moi j'étais... Je me souviens quand j'étais au lycée, je savais pas trop ce que j'allais faire, mais je commençais à m'intéresser à la politique, mais à la politique au sens... en fait, j'étais, comme beaucoup de jeunes à l'époque, j'étais un peu révolté, notamment par les inégalités mondiales. Voilà. À l'époque, on avait une conscience écologique quand on était jeune, mais qui est évidemment pas celle des jeunes générations d'aujourd'hui. Mais effectivement, on était anti-nucléaire, on se révoltait contre les marées noires. Et puis moi, je me sentais très sensibilisé par les inégalités mondiales. Et je me souviens que je m'étais mis à beaucoup, je m'étais mis à me passionner pour l'histoire. Parce que effectivement, on avait un cours sur ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde et l'émergence du tiers-monde. J'étais passionné par ça. Et puis en sciences économiques et sociales, puisque j'avais un bac, je faisais la section qu'on appelait B à l'époque, ES maintenant. Donc pareil sur l'économie, je m'intéressais aux inégalités de développement, tout ça, passionné par ça. Et donc c'est ça qui m'a amené vers Sciences Po. Mais je crois, je le disais tout à l'heure, à l'époque quand j'ai fait Sciences Po, c'était que j'étais en fait, je voulais être a priori journaliste, reporter, ou travailler dans le développement et l'humanitaire dans une ONG. Voilà. Et puis, mais j'étais quand même intéressé par la politique, forcément. Quand on s'intéresse à ces questions, on s'intéresse à la politique. Et puis à Sciences Po, j'étais dans les mouvements étudiants. À l'époque, c'était contre la loi Devaquet qui voulait installer la sélection à l'université. Et puis donc je me suis mis dans le syndicalisme étudiant. À l'époque, quand on faisait du syndicalisme étudiant, ça pouvait amener à la politique. C'est plus le donc c'est ce qui est arrivé. Et c'est vrai que à l'époque, quand on était de gauche, même quand on avait une conscience écologique, si vous voulez, moi ce qu'il faut voir, c'est que j'ai toujours été... La politique, pour moi, si j'adhérais, il fallait que j'adhère à un parti qu'on appelait de gouvernement, c'est-à-dire qui pouvait être en capacité de gouverner, soit nationalement, soit localement. Pour être aux affaires, pas être que dans la contestation, c'est ça? Voilà. Pour être que dans la discussion, la contestation. Voilà, mais pouvoir effectivement agir, tout simplement agir. Voilà. Et je me souviens, j'ai adhéré au PS à une époque où le PS m'énervait en fait. Donc le Parti socialiste, on est en combien là? On est en quelle année? C'était pas une adhésion, c'était en 86, vous voyez, donc c'était pas hier. Hein. Oui. Et j'étais les trucs qui m'énervaient et je me suis dit tiens, j'ai envie d'apporter ma pierre quoi. C'était un peu ça l'idée quoi. Mais je me souviens que la première fois que j'ai voté, c'était aux élections européennes quelques années avant, et je me souviens que j'avais voté écolo, vous voyez, donc j'avais voté pour la liste écolo en 84, aux européennes. Mais donc voilà, donc j'ai adhéré, mais parce que on est à Sciences Po, on est avec des copains, on se dit tiens on va adhérer ensemble. Il est vrai qu'à l'époque, François Mitterrand est président de la République, il a été premier secrétaire du Parti socialiste, donc vous êtes du côté du manche quand vous êtes au Parti socialiste. En tout cas, on est du côté du principal parti à gauche, et sans conteste là, il y avait pas, qui est un parti de gouvernement. Il y avait pas photo. Et à l'époque, il y avait clairement, il y avait une bipolarisation politique. Hein, il y avait enfin, c'était le paysage politique, c'était assez simple. Hein. Il y avait à gauche le PC et le PS, et à droite le RPR et l'UDF. Voilà. Et après, il y avait des petits partis groupusculaires, quoi. Donc voilà comment je suis arrivé en politique. Et puis voilà, j'ai fait. Je sais pas s'il faut que je raconte tout le parcours, mais ce qui vous plaît, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de faire un portrait. Ouais, l'idée, j'ai fait une petite pause. Alors, j'avais rencontré Gérard Collomb, avec lequel je m'étais bien entendu, mais c'était en fait ma rencontre avec Gérard Collomb,
il était secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, donc qui était la fondation proche du PS. Qui était un lieu de réflexion politique. Qui est toujours d'ailleurs une fondation voilà. très importante, oui. dont je crois qu'on dit directeur des études est Gilles Finkelstein, qu'on entend régulièrement sur France Inter. Oui, oui. Donc qui était une fondation remarquable. Hein. Et je me souviens à l'époque, la fondation faisait beaucoup de coopération en Amérique latine. Et moi, j'étais passionné d'Amérique latine. J'avais fait mon mémoire de DEA. Sur la géopolitique de l'Amérique centrale. Et c'était l'Amérique centrale face à l'administration Reagan. Et j'étais comme beaucoup d'étudiants de gauche, j'étais contre l'impérialisme américain, qui était assez manifeste en Amérique latine. Et donc j'avais fait. Et en réalité, c'est ma rencontre à Gérard Collomb, et surtout sur ces sujets Amérique latine, voilà. Et du coup, effectivement, c'était le leader du PS à Lyon à l'époque. Mais après, je suis parti un an à Vancouver, au Canada. Au Canada, oui. Ouest canadien, oui. Voilà, où j'ai fait effectivement une année d'études. Et un peu de musique aussi, puisque j'étais, en fait, j'ai vécu de la musique pendant un an. C'est un truc, vous content de l'avoir fait. Instrumentaliste. Non, je chantais avec ma guitare dans les bars de Vancouver. Oh, et est-ce que ça vous arrive encore de chanter, de reprendre ça? Bien sûr. Hein. Ça vous arrive de chanter? J'ai une guitare à la maison. Ouais, vous avez une guitare à la maison? Mais je chante plus dans les bars, quoi. Non, vous chantez plus dans les bars, parce que ça ferait mauvais genre. J'ai même essayé de me mettre au piano, mais malheureusement, il faudrait que je bosse un peu plus le piano. Ouais. Bon, on vous fera revenir avec une guitare un jour, peut-être. On verra. Voilà. Oui, voilà. Puis après, je suis rentré de Vancouver, et effectivement, je suis parti en politique locale, et j'ai été élu à partir de 1995. Donc à l'époque, c'est Raymond Barre qui était maire de Lyon, mais je me suis retrouvé conseiller municipal de Lyon, conseiller de la communauté urbaine de Lyon. Et quand la liste de Gérard Collomb a eu la majorité et a pris la mairie. C'est-à-dire que à 95, on gagne pas la ville, puisque c'est Barre qui gagne, mais on gagne quand même 3 arrondissements, le 9e, le 8e, le 1er. Et donc voilà, donc il y a un groupe socialiste, et il y a une gauche qui est assez importante à la fois à la ville et à la métropole. Et puis donc moi j'étais adjoint à la culture dans le 9e quand Gérard Collomb était maire du 9e. Et puis après effectivement on a gagné la ville. On allait gagner la ville, et donc j'ai été successivement adjoint à l'international et maire du 9e arrondissement, tout ça entre 2001 et 2014, quoi. Lyon, ville de gauche. Et Lyon, qui n'avait pas été à gauche depuis Augagneur, je crois, en tout cas, c'était compliqué parce que sous la Troisième République, mais en tout cas, le dernier maire socialiste, c'était Victor Augagneur, qui avait été élu en 1900. Et en 1904, je crois, il avait été nommé gouverneur de Madagascar. Faut croire qu'à l'époque, il valait mieux être gouverneur de Madagascar que maire de Lyon, mais et donc il part gouverneur de Madagascar. Enfin, je crois que c'est ça l'histoire. Hein. Après, il y a des historiens qui pourront me corriger éventuellement, mais et il avait dans son conseil, dans sa majorité, un jeune, mais qui n'était pas socialiste, qui était radical. Vous savez, à l'époque, c'était le parti radical était, il y avait à gauche, il y avait les communistes, la SFIO, et puis le parti radical, oui. Ben non, je vous dis des bêtises parce qu'on est avant le congrès de Tours, donc en fait, il y avait la SFIO, il y avait pas. Bon, bref. En tout cas, voilà, et il avait un jeune qui était radical, qui était Édouard Herriot. Et qui, à part l'histoire, ce qu'on m'a raconté en tout cas, c'est que il part gouverneur en disant je vais mettre Édouard Herriot qui est un petit jeune, puis quand je reviendrai de Madagascar, je reprendrai le poste. Puis finalement, Herriot a été maire de Lyon pendant 50 ans, quoi. Mais donc en 1904, je crois que c'est ça, le parti radical c'est plutôt à gauche. Et puis quand on est après la Seconde Guerre mondiale, ça devient plutôt le centre droit, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et donc vous êtes élu au conseil municipal de Lyon. La liste de Gérard Collomb l'emporte à un certain moment, donc dans une triangulaire, peu importe 2001, les détails, oui. Et la suite de la carrière politique. Je vous disais, vous êtes maire d'un arrondissement. Ouais. En fait, j'ai été d'abord adjoint à l'international. Oui. Puis maire d'arrondissement.
Et puis en 2008, bon, pour différentes raisons, j'ai plus souhaité être maire d'arrondissement, donc j'ai repris la délégation à la solidarité internationale à la fois à la ville et à la métropole de Lyon, enfin ce qu'on appelait à l'époque Grand Lyon, c'était une communauté urbaine. Et puis à partir de 2014, j'ai repris une fonction de maire du 9e arrondissement jusqu'à mon élection en tant que député en 2017. C'était satisfaisant sur le plan personnel, cette fonction de maire d'arrondissement? Ah oui, c'est passionnant, ouais. C'est passionnant, si vous voulez, enfin, c'est passionnant d'être maire parce que vous êtes, alors, vous savez, quand on dit que les politiques sont déconnectés des réalités, sont hors sol, ce qui peut être vrai, hein. Mais quand vous êtes maire du 9e arrondissement et que dans la même journée, vous voyez, vous rencontrez des retraités qui ont du mal à terminer leur fin de mois, mais aussi des chefs d'entreprise qui se sont installés dans le 9e parce qu'il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui sont allées dans le 9e, et puis des jeunes qui sont en recherche de boulot, et puis des clubs sportifs et des animateurs bénévoles de clubs de sport qui ont du mal à trouver des terrains pour faire jouer les jeunes. Vous voyez, tout ça dans la même journée, vous n'êtes pas trop hors sol, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas, en tout cas, plus hors sol que quelqu'un qui part le matin bosser, puis qui revient le soir et qui s'occupe de sa famille. Et, évidemment, c'est très très bien. Mais je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas plus hors sol et on connaît pas moins la société quand on fait ce boulot de maire d'arrondissement, je pense. Voilà. Donc j'ai trouvé ça passionnant. Après, maire d'arrondissement, c'est toujours un peu frustrant parce que un arrondissement, vous n'avez pas un vrai budget, donc vous êtes toujours obligé de négocier avec le maire de Lyon et ses adjoints, ou le président du Grand Lyon et ses vice-présidents pour faire telle ou telle opération dans votre arrondissement, quoi. De ce point de vue-là, les choses ont évolué avec la métropole? Pour un maire d'arrondissement? Oui. Non, je crois Pareil. pas, non. La métropole, ça a beaucoup d'autres avantages. Je pense effectivement d'avoir fusionné en fait sur le territoire de la métropole de Lyon les compétences de ce qu'on appelait avant, enfin de ce qu'on appelle toujours le conseil départemental, mais tout ça est très bien. Mais par contre, pour le maire d'arrondissement, ça n'a pas changé grand-chose, hein. C'est-à-dire qu'il est toujours effectivement, il prélève pas l'impôt, l'arrondissement prélève pas l'impôt, donc oui, même si on veut... Il n'y a pas de budget propre, oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'avais lancé un festival salsa sur l'île Barbe, qui est dans le 9e arrondissement. Oui. Bah, pour faire un festival salsa, Oui. j'avais besoin de 40 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose, mais j'avais besoin de convaincre l'adjointe en charge des événements de la ville de Lyon, parce que moi, maire d'arrondissement, je n'ai pas la possibilité de subventionner puisque je ne prélèverais pas l'impôt. Vous voyez, voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Et vous voulez réaménager une place, bah pareil, il faut convaincre le maire de Lyon et son adjoint à l'urbanisme ou à la voirie qu'il faut mettre de l'argent pour rénover, pour réhabiliter cette place, par exemple. Donc on est perpétuellement en négociation avec la mairie centrale. On est vraiment clairement l'intermédiaire entre la population et puis le maire de Lyon, le président de la métropole et voilà. Alors suite du parcours, on va aller un peu vite. Donc vous êtes là au Parti socialiste, et puis évidemment ce qui est marquant dans votre évolution politique, c'est que vous êtes passé du Parti socialiste à La République en marche de Monsieur Macron, devenu pendant ce temps-là président de la République, et puis un jour, vous avez abandonné cette seconde étiquette pour retrouver en quelque sorte vos premières amours, vous le disiez tout à l'heure, qui sont écolos. Alors peut-être quelques mots sur ces deux éléments-là. Le premier élément, c'est Macron. Si vous voulez, en 2016, bon, le Parti socialiste est un peu moribond. Il se renouvelle plus, quoi. Il y a plus d'idées, en fait. Le Parti socialiste, ça a été un parti qui produisait beaucoup d'idées. Hein, il y avait des groupes de travail avec des chercheurs, des universitaires, et ça produisait des idées, quoi. Et là, quand même, ça produit plus d'idées, quoi. Et puis moi j'avais effectivement comme beaucoup de gens ma conscience aux problèmes écologiques augmenté face effectivement aux défis du changement climatique, aux défis de la préservation de la biodiversité, et puis donc voilà, on voit quelqu'un qui vient du PS, alors je sais pas s'il avait sa carte au PS, mais en tout cas un jeune ministre qui
effectivement, est assez innovant dans sa façon de faire de la politique, de proposer une vraie démocratisation, c'est-à-dire une vraie participation démocratique des citoyens, voilà, qui intègre effectivement des objectifs écologiques très ambitieux. Oui, je parle d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, ouais. De François Hollande. Voilà. Quand il commence effectivement à dire, bah voilà, je vais à créer son mouvement et qu'on sent qu'il va vouloir se présenter à la présidence de la République, à partir du moment où François Hollande dit qu'il va plus se représenter, vous avez un Emmanuel Macron qui est très ambitieux sur l'écologie, sur la réduction des inégalités dans le pays, sur la réduction de la fracture sociale et territoriale, c'est-à-dire à la fois entre effectivement les villes et les territoires oubliés, et puis entre la ville-centre et la banlieue, ou enfin la banlieue ou pas la banlieue, mais en tout cas les quartiers populaires. Moi, j'étais maire du 9e arrondissement, donc je connais bien le quartier de la Duchère. Je vais droit au but. Ouais. Est-ce que il vous paraît aujourd'hui que ce Macron-là, qui se présente à la présidence de la République et qui va l'emporter, a oublié ses objectifs? Non, mais moi, je le dis clairement. Aujourd'hui. En tout cas, moi, alors peut-être que quand on voilà. Est-ce que c'était en d'autres termes une sorte d'accroche pour attraper la clientèle du Parti socialiste dont il devait sentir qu'elle était en train de s'effilocher, qu'il accroche le public de gauche là-dessus et qu'ensuite il va oublier? À Lyon, on y est tous allés, pratiquement, au PS. Donc on est tous allés vers Macron. Donc après, peut-être pourquoi? Parce que Gérard Collomb y est allé? Aussi, bien sûr. Oui. Pas le nier. Mais consciemment ou inconsciemment, on va aller peut-être chercher dans son programme ce qui nous va bien. Bon, oui. Moi, j'étais clairement de gauche. J'avais une conscience écologique de plus en plus forte. Et j'ai vu une ambition écologique. J'ai vu une ambition, mais j'y reviendrai, démocratique. C'est-à-dire vraiment, oui, moi, j'ai un vrai problème avec le fonctionnement de la Ve République, avec le présidentialisme. Je pense qu'il faut effectivement une respiration démocratique. Alors ma question, c'est, est-ce qu'avec le recul, voilà, cette impression que vous aviez à l'époque, vous l'avez toujours aujourd'hui, ou est-ce que vous l'avez perdu? Non, mais clairement, moi j'ai quitté au bout de 2 ans et demi, oui. Au bout de 2 ans et demi donc de mandat de député, oui. J'ai quitté la REM parce que pour moi, il y a trop de renoncements, alors écologiques, mais pour moi, les promesses démocratiques, c'était carrément une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait promis qu'on allait faire évoluer la démocratie, qu'on allait développer de la participation démocratique des citoyens dans les territoires, avec la décentralisation. Et en fait, on a un pouvoir qui s'assume, jupitérien, où c'est le président de la République qui décide, qui même dit à la télévision ce qu'il va faire, alors qu'il y a besoin d'une loi, avant même que le Parlement ait voté, parce qu'il sait qu'il a une majorité à l'Assemblée qui votera dans la semaine qui suit ce qu'il a, lui, annoncé à la télé. Et là, on est quand même dans un recul démocratique très sérieux. C'est pas ce qui passionne le plus les Français. Ils ont plus vu les renoncements écologiques, ils ont plus vu la fracture territoriale qui s'est accentuée alors qu'il avait promis de la réduire, puisqu'on a vu les gilets jaunes, et qu'on voit aujourd'hui effectivement des territoires de la République qui se sentent délaissés par un pouvoir qui privilégie quand même des catégories sociales qui sont plutôt ceux des grandes villes. Si vous aviez été à sa place, vous auriez fait quoi? Et pourquoi pas? Oui, effectivement, on peut me poser cette question. C'est une question. À partir du moment où on critique, on peut nous demander ça. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Si vous voulez, je veux dire qu'il y a des promesses électorales. Qui est dupe des promesses électorales? Il y a les promesses électorales et puis il y a la réalité. Si vous voulez, quand on est confronté à la réalité, après tout, vous j'aurais pas demandé un plan à Borloo, un plan pour les banlieues, et pour ensuite m'asseoir dessus, quoi. C'est-à-dire en lui disant, écoute, c'est gentil ton plan pour les banlieues, mais bon, on va pas le faire, vous voyez. Alors que parce que c'est important évidemment de faire des réalisations, mais c'est important qu'elles soient incarnées, vous voyez. Borloo, il représentait quelque chose. C'est lui qui a effectivement, d'ailleurs c'était avec lui que moi, maire du 9e, maire du 9e, la politique du renouvellement urbain, c'est-à-dire de désenclavement des quartiers populaires, qu'on raccroche aux dynamiques urbaines, vous voyez. Et c'est lui qui a lancé ça en 2003, avec la création de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Et moi j'étais maire du 9e en 2003, donc on a fait, vous voyez, ce qu'on a fait à la Duchère, on l'a fait avec Borloo, vous voyez. Bon, bref. Donc oui, j'aurais pas fait... Des renoncements, bref, des renoncements entre... Sur la fracture territoriale et sociale,
Sur l'écologie, la liste est longue, et la façon dont il a traité la Convention citoyenne pour le climat, après avoir dit « Regardez, je fais participer les citoyens tirés au sort, etc. », pour dire ensuite « C'est pas parce que y a des citoyens qui ont pondu un truc que je suis obligé de le reprendre, vous voyez ?» Bon, alors qu'il y avait eu un travail sérieux quand même. Voilà. Et puis sur le renoncement démocratique, qui pour moi est quand même terrible, parce qu'on avait dit, vous voyez, dès la campagne, qu'on allait vraiment faire évoluer la démocratie, plus de participation des citoyens dans les territoires, avec de la décentralisation, tout ça, alors qu'on a un pouvoir totalement vertical. Oui. Donc tout ça explique pourquoi j'ai effectivement du Parti socialiste cru en cette nouvelle promesse qu'il incarnait, et pourquoi au bout de 2 ans et demi, je suis parti. Je rajouterais un truc, c'est-à-dire que on avait vu, c'est pas moi, quand je dis on, c'est beaucoup de gens avaient vu en fait en Emmanuel Macron en 2017 une sorte de libéralisme de gauche, hein, c'est-à-dire qui effectivement assume... Une sorte de rocardien. Ouais, c'est-à-dire qu'assume en économie qu'il faille effectivement, comme on dit, libérer les énergies pour que les entreprises puissent créer de la richesse, etc. Mais sur les questions sociales, sociétales, clairement de gauche. Et Emmanuel Macron, sur les questions d'immigration, par exemple, complètement, voilà, il défend plus du tout aujourd'hui ce qu'il défendait en 2017. Et moi, j'ai eu il y a eu beaucoup de déclics, mais là où je me suis dit, j'ai vraiment plus la place dans cette majorité, c'est quand, je me souviens, en septembre 2019, il s'invite à un pot des députés de la majorité. C'est juste après le mouvement des Gilets jaunes, il a fait vous savez, les grands débats dans les villes. Et il explique que désormais, il y a un truc qu'il faut s'attaquer, c'est l'immigration, et qu'il y aura donc tous les ans un débat sur l'immigration à l'Assemblée, et que de toute façon, aujourd'hui, dans le débat politique, il y a le réformisme qu'il incarne, et puis le national-populisme incarné par Marine Le Pen. Là, je me dis, là, j'ai plus ma place là, parce que si en fait, alors qu'il avait promis en 2017 de faire baisser fortement le Front National, et qu'il explique qu'en fait l'alternative c'est lui ou le national-populisme, et que en fait on a toute la France, des territoires qui se sentent oubliés, qui ne croient pas du tout en Macron, bah ils vont se tourner vers Le Pen. Et aujourd'hui, on a quoi? On a effectivement des sondages qui nous donnent un Macron-Le Pen à 52-48 au second tour. Vous voyez. Donc moi, là, si vous voulez, septembre 2019, je me dis vraiment là, j'ai plus ma place, quoi. Est-ce que certains vous ont traité de girouette? Ah bien sûr. Bien sûr, mais beaucoup de Lyonnais me traitent de girouette. Moi, si vous voulez, je dis un truc, hein, parce qu'on dit girouette, ou t'as trahi ton camp, parce qu'en 2017, t'as été élu En Marche. Mais moi, je continue à défendre exactement ce que j'ai défendu en 2017, hein, à la fois sur l'écologie, sur le renouvellement de la démocratie, sur la lutte contre les inégalités sociales, territoriales, les inégalités de destin. Je défends exactement la même chose. Et bon, j'ai l'habitude de citer, c'est pas très original, on cite beaucoup de Churchill, mais Churchill, il disait, il vaut mieux quitter son parti pour rester fidèle à ses convictions que rester dans le parti et trahir ses convictions. Vous voyez, donc moi, je préfère effectivement... C'est pas vous qui avez changé, ce sont les autres. Non, mais je veux dire, je suis pas le seul à le dire quand même. Oui. Le glissement à droite de Macron et du gouvernement, il est clair, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, la preuve, hein, les difficultés de Pécresse, c'est bien qu'aujourd'hui, les électeurs de droite, ils votent Macron, quoi. Alors, on va faire, si vous le voulez bien, Hubert Julien Laferrière, une seconde pause musicale. Avec plaisir. Pour ensuite, avec grand plaisir. Peut-être revenir à cette Ukraine, à ces ONG et à votre romantique voyage en Ukraine.
Voyage en Ukraine avec notre député Julien Laferrière. Retour d'Ukraine précisément. Il y a encore de la musique là-bas? Il y a encore de la musique et ce qui est assez frappant en fait, c'est que quand vous êtes à Lviv, vous êtes dans un pays en guerre, où le matin, les gens comme moi ont été réveillés par les sirènes parce que ça bombardait à 4 km. Et sur la place, la magnifique place centrale, dont j'ai oublié le nom, mais où il y a l'opéra, ben vous avez des gens qui jouent de la guitare sur la place, vous voyez, alors que vous êtes dans un pays en guerre. La vie continue. La vie continue. Alors la vie continue aussi en Europe. Et évidemment, on est tous à regarder, à constater, et à voir que l'Europe a fait un bond, d'une certaine manière, grâce à M. Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est vrai. Moi, oui, bon, c'est pour ça que je suis allé chez les écologistes aussi, c'est que je suis clairement un fédéraliste. Voilà. Oui. Et donc il y a évidemment une tradition fédéraliste dans l'écologie politique. Donc on revient, il nous reste 3 minutes, ouais. On revient sur la défense européenne, ouais. On revient sur la réaction des citoyens européens, bref, qu'est-ce qui fait l'avenir si vous voulez, de notre continent par rapport à cette affaire ukrainienne? Moi, j'ai toujours été attaché à ce que l'Europe ne soit pas qu'économique, qu'elle soit politique. Ça veut dire quoi, une Europe politique? Ça veut dire une Europe qui a une politique étrangère et de sécurité commune, par exemple. Voilà. Or, on a effectivement souffert de ça, c'est-à-dire d'avoir une Europe des marchés qui manque d'un gouvernement économique, déjà pour piloter l'économie, qu'elle soit pas aux mains des marchés, mais aussi une Europe politique qui s'affirme sur la scène internationale, qu'on soit pas un géant économique et un nain politique. Et on n'avait jamais réussi à avoir, parce que en plus quand on passe de 12 à 15, puis à 27, évidemment c'est de plus en plus compliqué, puisque pour avoir une politique étrangère de sécurité commune, ça se fait à l'unanimité. Et ben là, effectivement, le drame ukrainien a permis au moins que l'Europe soit unie. Et il y a désormais une politique étrangère et de sécurité commune à 27, avec des décisions très fortes, de sanctions économiques très fortes contre la Russie et ses oligarques, d'armement, d'aide à l'Ukraine, y compris par l'armement. Et puis donc ça effectivement c'est un pas important qu'a pris l'Europe à l'occasion de ce drame ukrainien. Donc vous êtes aussi pour les sanctions? Vous êtes pour l'armement de l'Ukraine, y compris des armes offensives? Si vous voulez, ce qui est clair, c'est jusqu'où va l'Europe pour, en quelque sorte, aider parfois, les Ukrainiens? Quand on est pacifiste, on peut pas aider l'Ukraine. Vous savez, vous êtes pacifiste? Bien sûr qu'on est pacifiste. Bien sûr qu'on est pour la paix. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une tâche dans l'histoire de la gauche en France, c'est quand le Front populaire n'avait pas aidé à la hauteur de ce qu'il aurait dû les républicains espagnols contre Franco. C'est une tâche dans l'histoire de la gauche, ça. Et donc je pense que cette tâche-là est, enfin en tout cas, beaucoup de gens de responsables politiques de gauche le savent, s'en souviennent parce qu'ils l'ont moins lu dans les livres d'histoire. Et donc je crois que c'est très important que l'Europe effectivement soit à la hauteur de ça, et donc aide à la résistance ukrainienne, c'est essentiel. On n'est pas co-belligérant, mais on aide la résistance ukrainienne contre le dictateur Poutine. Est-ce qu'il faut devenir co-belligérant? Non, parce que on rentre clairement dans une troisième guerre mondiale. Donc c'est effectivement la frontière qu'on ne dépasse pas aujourd'hui. Mais clairement, il faut être en soutien très fort à l'Ukraine, parce que ce sont deux choses essentielles qu'on défend. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut toujours se souvenir qu'il y a la démocratie, la défense de la démocratie, ça doit aller au-dessus de tout. Et la défense de la souveraineté contre l'impérialisme. Et ne pas avoir l'anti-impérialisme à géométrie variable. Vous voyez, si on est contre l'impérialisme américain, il faut être contre l'impérialisme américain, mais aujourd'hui, il y a un impérialisme russe. Et donc, il faut aussi être contre l'impérialisme russe. Donc, pour la démocratie en Ukraine, mais la démocratie partout, et pour la souveraineté contre l'impérialisme. Comment on fait pour que cette Europe, à laquelle vous êtes attaché, n'apparaisse pas aux yeux des 2/3 du monde, je pense à la Chine, à l'Inde, à l'Afrique, comme en quelque sorte l'héritier
du colonialisme du 19e siècle, qui a mis en place beaucoup de structures politiques et beaucoup de frontières. Comment on fait pour que on ne soit pas vu perpétuellement comme le camp occidental par les pays du tiers-monde? C'est une vraie question, et c'est une question qui se pose là actuellement, hein, puisque le sujet c'est la Russie et l'OTAN aussi, beaucoup, et donc l'affirmation d'une Europe politique, c'est aussi l'affirmation d'une Europe qui défend des valeurs qui effectivement ne sont pas forcément celles qui sont défendues en Amérique. Oui. Donc l'affirmation d'une Europe qui défend les valeurs de démocratie, de souveraineté, des valeurs culturelles qui sont profondément ancrées dans l'histoire européenne, cela me paraît essentiel. Aujourd'hui, il y a un agresseur, donc il faut condamner, mais ça ne veut pas dire que l'Europe ne doit pas construire son identité. Et c'est pour ça qu'au-delà de l'Europe économique qui s'est construite, il doit y avoir cette Europe politique qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale et qui a des valeurs propres à défendre. Merci, monsieur le député. Merci à vous. Merci, Hubert. Julien Laferrière, peut-être encore quelques notes de musique. Avec grand plaisir. Allez, d'espoir, Alain Pierre, de la musique d'espoir, c'est possible, ça? Oui.